Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Djerba, en marge du 18e sommet de la francophonie. Notre invité est le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et avec moi pour cette interview, Laurent Corot de RFI. Bonjour Moussa Faki Mahamat. Bonjour, M. Corot. On va commencer avec la situation dans l'est de la RDC. Les combats se poursuivent. Les pays d'Afrique de l'Est sont en train de déployer une force régionale. Les efforts diplomatiques se multiplient. Alors une question simple mais grave, est-ce que vous pensez qu'une solution diplomatique est encore possible ou est-ce que vous craignez un embrasement régional? Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle. Depuis pratiquement plus de 2 décennies, l'Est du Congo est en trouble. C'est éprouvant pour le peuple congolais, c'est éprouvant pour son voisinage, c'est éprouvant pour l'ensemble du continent. Mais dans ce genre de conflit, nécessairement, il faut trouver une solution politique. Et donc le processus qui est engagé à Nairobi avec la communauté est-africaine, les efforts du président de l'Angola qui a été désigné par l'Union africaine comme facilitateur, je crois que ces efforts combinés doivent nous amener à trouver une solution politique. En tout cas, c'est ce qu'on préfère. Alors justement, les autorités congolaises refusent de discuter avec le M23 qu'elles considèrent comme un groupe terroriste. Est-ce que ça ne fragilise pas la recherche d'une solution négociée? Écoutez l'envoyé spécial, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, les discussions de Nairobi doivent continuer. C'est aux Congolais, bien entendu, de déterminer quels sont ceux qui vont prendre part, mais il est souhaitable, dans le cadre de la recherche de la paix, qu'il soit le plus inclusif possible. C'est notre souhait. Mais de toutes les façons, ce sont les parties elles-mêmes qui savent de quoi il s'agit. Je vais en venir à la situation au Tchad. Les autorités ont décidé de prolonger la transition, d'ouvrir la possibilité au chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, d'être candidat aux élections à venir. Il y a eu les événements tragiques du 20 octobre où une manifestation a été réprimée dans le sang. Dans un rapport que vous avez remis au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, vous avez demandé la suspension du Tchad en affirmant que c'est nécessaire pour, je vous cite, sauvegarder un minimum de crédibilité et être cohérent avec les situations dans d'autres pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan. Ça pose la question, est-ce que la crédibilité de l'Union africaine a été mise à mal dans cette affaire? Je crois qu'il est nécessaire de situer les choses dans leur contexte. En avril 2021, le président de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby, a trouvé la mort de manière violente, paix à son âme. Et en ce moment, contrairement à la pratique de l'Union africaine qui, en cas de changement non constitutionnel, suspend presque automatiquement l'État, l'Union africaine, notamment le Conseil paix et de sécurité, a envoyé une mission sur place pour pouvoir examiner les circonstances particulières qui ont conduit à la mort du président. Et l'Union africaine, donc, à travers son organe compétent qui est le CPS, a décidé de ne pas suspendre le Tchad, mais au contraire, sa décision comporte pratiquement les dispositions ou les décisions qui sont généralement prises en cas de changement non constitutionnel, notamment en insistant sur un délai de 18 mois non renouvelable et l'inéligibilité des militaires qui sont à la tête du Conseil militaire de transition. 18 mois après, il y a eu le dialogue qui a été organisé, et donc ces 2 conditions, qui sont la contrepartie de l'attitude clémente de l'Union africaine, n'ont pas été respectées. Et naturellement, donc, en tant que président de la Commission en charge de mettre en œuvre les décisions de ces organes, j'ai présenté un rapport que certains ont trouvé d'accablant ou réquisitoire, mais moi je le trouve plutôt exigeant. Je trouve exigeant et clair, d'autant plus qu'il y a manifestement une violation et des décisions, et des principes, et de l'engagement pris par le président du Conseil militaire de transition. Et donc, j'ai soumis ces rapports au Conseil paix et sécurité. En plus, il y a eu ces événements que vous citez
qui marque pratiquement la fin de ces 18 mois, qui ont été réprimés violemment. Et naturellement, tout ça, je devrais le porter à l'attention de l'organe qui est en charge. Le CPS a discuté de la question, il n'a pas encore vidé, il a suspendu ses travaux, et je crois qu'il va les reprendre avant la fin de ces mois. Il ne vous a pas suivi, c'est ça. Donc est-ce que ce n'est pas quand même un problème de crédibilité? De toutes les façons, la décision n'est pas encore prise. Il y a un certain nombre d'États qui ont estimé qu'il faut suspendre le Tchad, à l'exemple des autres pays. D'autres ont estimé qu'il ne faut pas le faire. Et puisque c'est une décision de fond, pour que la décision soit prise dans un sens ou dans un autre, il faut recueillir le 2%, le 2 tiers. C'est la raison pour laquelle je crois qu'ils ne sont pas arrivés à ça et la séance a été reportée pour reprendre. Et donc, quelles que soient les décisions, nous allons la mettre en œuvre, bien entendu. Alors justement, Moussa Faki Mahamat, comment est-ce que vous expliquez que pour certains pays, comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, l'Union africaine parvient à rappeler les principes, à les poser, alors que pour le Tchad, elle a plus de difficultés? Est-ce qu'il y a une exception tchadienne? Est-ce qu'il y a eu des pressions à ce sujet sur le Conseil paix et sécurité? Je ne sais pas. Le Conseil paix est composé de 15 États. C'est aux États membres de pouvoir discuter et de prendre une décision. Mais manifestement, dans le cas, il y a une violation parce qu'un répit a été donné aux autorités de la transition, mais finalement, elles n'ont pas appliqué les décisions qui ont été prises par le Conseil paix et sécurité. C'est ça la réalité. Mais je vous repose ma question. Pourquoi le Conseil paix et sécurité ne parvient-il pas à se prononcer sur le Tchad alors qu'il y est arrivé sur d'autres pays? Ce sont des États pris individuellement et qui expriment leur point de vue sur la question. Vous avez mentionné évidemment les événements du 20 octobre. Les autorités tchadiennes affirment que ce n'était pas un mouvement de protestation, mais que c'était une insurrection qui était planifiée. Est-ce que cet argument vous convainc? De toutes les façons, quels que soient les cas de figure, expliquer aujourd'hui officiellement plus de 50 morts et 300 blessés pour une manifestation des civils me semble une utilisation abusive des armes. Et donc, bien entendu, il y aura, je l'espère, des enquêtes indépendantes, mais le fait lui-même d'une manifestation dans des villes et qu'il y ait autant de victimes me semble quelque chose d'extrêmement grave. Le gouvernement tchadien vous accuse de vouloir sanctionner le Tchad coûte que coûte. Il affirme que vous faites tout cela parce que vous souhaitez être candidat à la présidentielle tchadienne à la fin de la transition. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations? Cette question de candidature ou pas de candidature, je suis un citoyen tchadien. Et je crois que ce citoyen tchadien qui remplit les conditions peut à un moment ou à un autre avoir des ambitions ou un projet pour son pays. Je crois qu'il y a un amalgame entretenu sciemment. Au départ, on m'a accusé de pouvoir faire la part belle à mon pays, qui a échappé à la suspension. Maintenant, c'est le contraire. Donc, je crois que c'est une querelle politicienne sur laquelle on veut m'entraîner. En tout cas, je ne tomberai pas dans ce piège. Ce qui est évident, en tant que président de la Commission de l'Union africaine, je suis assermenté et je dois vraiment situer les choses dans leur contexte. J'ai soumis un rapport et personne ne conteste aujourd'hui que les conditions qui ont été mises par le Conseil paix et sécurité ont été allègrement négligées, voire violées. C'est là la réalité. Mais vous venez de dire que tout citoyen tchadien qualifié peut être candidat. Donc ça pose quand même la question, est-ce que vous excluez ou pas toute candidature à la prochaine élection présidentielle? Est-ce que c'est le sujet? C'est le sujet d'après le gouvernement tchadien, monsieur. Il y a 18 ans et demi, en 2004, votre confrère Boabouvier me posait la question quand j'étais encore Premier ministre, si j'étais le dauphin du président Déby. Donc cette question, pour moi, elle revient très souvent. Je ne sais pas si je représente le portrait robot de ce fameux candidat, mais je ne pense pas que le problème soit à ce niveau. Mais vous n'excluez pas une candidature quand même dans Je ne suis candidat à rien. Je suis président de la Commission de l'Union africaine. Il me reste encore 2 ans et plus pour remplir mon mandat. Moi, je me concentre sur le travail que je fais actuellement. Mais d'un point de vue personnel, est-ce que quand même le fait que vous n'ayez pas été suivi par le Conseil de paix et de sécurité, est-ce que ça vous a affecté personnellement? Est-ce que vous vous dites à quoi bon continuer finalement? Peut-être dois-je démissionner, aller faire autre chose? Pas du tout. Parce que j'aurais réagi de la même façon qu'il s'agit du Tchad ou que de tout autre État membre. Le travail du président de la Commission
et de mettre en œuvre les décisions de ces organes. Ça, c'est ma responsabilité. J'ai prêté serment. Ça peut être le Tchad, ça peut être tout un autre pays. Je crois que je suis totalement, et je l'ai dit, si demain le Conseil de sécurité décide de ne pas suspendre le Tchad, j'appliquerai totalement les décisions de cet organe. Et pas démissionner. Je n'ai pas à démissionner. Pourquoi dois-je démissionner? J'ai été élu par l'ensemble du continent. J'ai un mandat, je fais mon travail. Pour parler du Mali maintenant, Moussa Faki Mahamat, la France s'est retirée de ce pays, les Européens s'en vont, les Ivoiriens également. Est-ce que vous êtes inquiet de voir une situation dans laquelle les forces armées maliennes, les FAMA et le groupe Wagner seraient seuls face aux djihadistes? Les troupes dont vous parlez, notamment celles qui sont dans la MINUSMA, sont venues dans le cadre d'une mission des Nations Unies. C'est vrai, la plupart des effectifs sont des effectifs africains. J'espère que cette mission puisse continuer, quand bien même nous, à l'Union africaine et dans le continent de façon générale, nous constatons que les missions de maintien de la paix, en tout cas, n'ont pas montré une efficacité dans un contexte comme celui du Mali, où il s'agit de trouver la paix avant de la maintenir. Donc la question des mandats, etc. Et donc, j'espère que cette mission va continuer. Le reste, ce sont des accords entre les autorités maliennes et les pays comme la France. Naturellement, c'est aux Maliens de décider. Concernant l'Éthiopie, un accord parrainé par l'Union africaine vient donc d'être signé entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré. Il prévoit le retrait de toutes les forces étrangères de la région. Or, l'armée érythréenne est toujours présente. Est-ce que son comportement, le comportement de l'armée érythréenne, ne va pas être essentiel à la réussite de cet accord? Écoutez, ce qui est positif, c'est que les partis se soient assis autour d'une table. C'était à la fin du mois passé en Afrique du Sud. Ils ont signé cet accord important sur la cessation des hostilités. De toutes les façons, il y a des acteurs eux-mêmes, les partis savent de quoi il s'agit. Notre souci est de les accompagner. Puisqu'ils se sont engagés, il faut bien que ces forces-là, à un certain moment, quittent, parce que c'est convenu entre les partis. Moussa Faki Mahamat, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, RFI et France 24.